Bonjour mesdames et messieurs. Donc bienvenue à vous pour cette septième leçon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la médecine qu'on peut envisager pour demain et voire après-demain, sur la base de tout ce qu'on a pu élaborer ensemble depuis déjà quelques cours, et vous donner quelques illustrations en particulier en cancer et neurosciences. Et ces illustrations vous seront en particulier données par mes deux invités aujourd'hui, qui sont Clémentine Bosch-Bouju et Isabelle Marais-Saint-Père, que j'introduirai un petit peu plus tard. Donc on en est là par rapport à notre programme. On a vu pendant les cours précédents en fait, des approches qui étaient sur l'après-demain, voire l'après-demain, quand on développait des modèles de cellules artificielles pour envisager des traitements complètement autonomes. On va revenir aujourd'hui à des choses un petit peu plus réalistes, en tout cas sur un plus court terme, et puis je vais essayer de vous développer ce qu'on fait aussi au laboratoire et vous montrer un petit peu l'ambition et quelque part l'enjeu que nous avons à résoudre. Donc quand on parle de technologie pour la médecine, et dans ce qui nous concerne, en fait, on va parler de nanomédecine, parce que c'est vraiment à l'échelle nano, on va chercher à développer des systèmes technologiques. En fait, ce terme nanomédecine vient de la fusion de deux terminologies ou deux aspects que sont les nanotechnologies ou la nanotechnologie et la médecine. Et donc, quand on réfléchit aux nanotechnologies en médecine, on doit d'abord, et souvent on imagine des choses assez futuristes, assez spectaculaires. Il y a eu même des films en fait, sur le domaine, et on peut imaginer effectivement des robots qui vont être capables d'être véhiculés dans le flux sanguin ou ici au niveau cellulaire, et qui vont être capables de façon plus ou moins autonome de venir réparer ici de l'ADN, ou de venir ici modifier ou interagir avec certains types cellulaires, ici les globules rouges, et comme ça qui vont se balader, qui vont venir soigner en fait, le corps humain. Alors, on n'en est pas là. L'ambition est là, mais on n'en est pas là d'un point de vue technologique. Mais vous allez voir que cette échelle nano, en fait, elle est effectivement importante, elle est fondamentale pour pouvoir explorer de façon profonde, effectivement, les tissus biologiques. Alors, d'un point de vue plus concret, si on regarde les nanotechnologies aujourd'hui en médecine, et ça, c'est une illustration en fait, qui vient d'une plateforme européenne qui cherche à regrouper en fait, tous ces aspects de nanomédecine. Eh bien, il y a différents aspects qui vont nous intéresser. Il y a un aspect qui est purement diagnostique, où on peut développer effectivement des outils de diagnostic à l'échelle nano. Et là, ce qui va être important, c'est la grande surface sur volume qu'on va avoir en utilisant des nanoparticules comme détecteurs. On peut avoir des systèmes qui sont développés, il y a des systèmes qui sont développés pour l'imagerie médicale, l'imagerie in vivo, donc une imagerie non invasive, des systèmes thérapeutiques, on y reviendra, des vaccins ou de la médecine régénérative. Et je vous ai déjà donné quelques illustrations, on a déjà discuté un petit peu de ces aspects de vaccination, de médecine régénérative. Et aujourd'hui, on va se focaliser effectivement sur ces aspects de nanothérapie, où on va essayer de développer des systèmes pour traiter effectivement les patients à échelle nanométrique. Alors cette échelle nanométrique, et cette échelle nano, donc, la taille est importante. Et la taille est importante vis-à-vis de comment on se positionne par rapport à une thématique. Et dans le domaine des nanotechnologies, en général, effectivement, on regarde ces aspects de taille comme un graphique que l'on a ici. Donc on connaît des technologies à l'échelle macro, donc à l'échelle du centimètre. On a un certain nombre de micro-technologies qui ont été développées, donc dans l'électronique par exemple. Et puis ce domaine des nanos, souvent on le voit avec des dimensions qui sont de l'ordre de la dimension atomique, donc de quelques nanomètres. Et ce qu'on voit ici comme exemple, c'est un exemple qui est indiqué ici, c'est du carbone, effectivement du carbone. En jouant sur la dimension caractéristique du carbone, on peut même obtenir des carbones fluorescents. Donc on a des propriétés remarquables qui peuvent être obtenues quand on travaille sur ces échelles nano, donc ce qu'on appelle en physique des effets quantiques. Et on a ici un exemple, lorsqu'on vient exciter des nanoparticules, peuvent être des quantum dots, ce qu'on appelle des quantum dots, de différentes natures chimiques, à même longueur d'onde, et bien en fonction de la taille de ces particules, on voit que la fluorescence va apparaître à différentes couleurs, donc à différentes longueurs d'onde. Donc on utilise ces effets quantiques, et ce sont des effets à l'échelle quasiment atomique. Nous, l'échelle qui va nous intéresser, quand on parle de biologie et quand on parle de médecine, ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas tout à fait la même échelle, même si, bien sûr, on peut intégrer des nanoparticules qui vont avoir ces dimensions caractéristiques pour avoir des propriétés physiques remarquables. La dimension qui va nous intéresser, c'est la dimension des vaisseaux sanguins. Et typiquement, si on regarde ici un vaisseau sanguin, alors si on part de l'artère jusqu'au micro-vaisseau, eh bien on va avoir des dimensions caractéristiques de ces vaisseaux qui peuvent aller du centimètre quasiment jusqu'à des dimensions qui sont de quelques micromètres. Donc l'échelle nano elle est importante déjà pour pouvoir circuler effectivement dans ce flux sanguin et atteindre les organes que l'on veut atteindre.
Mais cette échelle nano, ce n'est pas le nanomètre. On peut être beaucoup plus gros que cela, entre guillemets. La dimension qui va nous intéresser, si on regarde un petit peu plus près, dans un flux sanguin et tous ces vaisseaux périphériques, donc on ne veut pas être trop gros parce que tout simplement on ne veut pas boucher les vaisseaux et induire des effets de thrombose, et il faut être suffisamment petit pour pouvoir circuler suffisamment longtemps. Et une dimension vous voyez, qui est particulièrement intéressante, c'est cette dimension ici des virus. Et les virus ont une dimension qui sont de l'ordre de la centaine de nanomètres. Et on sait qu'ils peuvent circuler très bien, et on sait qu'ils peuvent avoir des effets bien sûr non désirés, mais quelque part cette dimension de l'ordre de grandeur de la dizaine à la centaine de nanomètres, vous allez voir que c'est cette dimension en fait, qui va nous intéresser. Parce qu'on peut faire des objets complexes, et on peut mettre dans ces objets complexes suffisamment de choses. Alors que si on est tout petit, on ne peut pas mettre grand-chose dedans, si on veut, par exemple, véhiculer un médicament. Donc cette taille, pour nous, c'est vraiment cette dimension caractéristique. Et vous allez voir que cette dimension caractéristique, elle a un autre sens sur des aspects physiologiques un petit peu plus poussés. Alors donc l'importance de la taille pour nous, si on regarde à nouveau cette échelle de taille que vous avez ici, donc on va avoir l'aspect moléculaire, donc là vous avez la molécule d'eau, quelques angstroms, des molécules un petit peu plus grosses. Effectivement, on a les particules virales, les protéines circulantes, les organelles qui sont des organelles intracellulaires, et puis la cellule qui fait quelques dizaines de microns. Et le domaine des nanomédecines se balade effectivement dans cette gamme de taille qui est ici, entre quelques dizaines de nanomètres et quelques centaines de nanomètres. D'accord, ce ne sont pas des dimensions strictes entre 10 et 100 nanomètres. Donc ça, c'est la dimension pertinente pour nous et pour ce que l'on va vouloir réaliser. Alors maintenant, pourquoi cette taille est aussi importante? Elle est importante pour un effet physiologique qu'on appelle l'effet EPR. Et vous allez voir qu'il va être important pour la suite de ce qu'on va développer ensemble. Cet effet EPR, qui en anglais veut dire perméation accrue et rétention limitée, vient du fait que quand on va injecter en fait un objet, une nanoparticule par exemple, dans un flux sanguin, on va circuler donc dans ce flux sanguin, on va passer par tous les organes d'élimination, donc le foie ici étant un des organes principaux, et puis on va pouvoir atteindre éventuellement une zone qui va être ici une zone tumorale. Donc cet effet EPR a été découvert dès 1986 par deux chercheurs japonais, Matsumura et Maeda, qui ont mis en évidence en fait cette physiologie caractéristique que l'on retrouve dans les tissus inflammatoires et en particulier au niveau de l'environnement tumoral et dans les tissus tumoraux. Pourquoi est-ce qu'on a, et si on regarde un petit peu plus près, cet effet EPR, vous avez ici donc, la paroi des vaisseaux sanguins, vous avez ici un tissu sain, et vous voyez ces cellules ici qui tapissent en fait, la paroi des vaisseaux sanguins, sont des cellules dont les jonctions sont parfaitement maîtrisées et qui ne laissent pas passer des objets suffisamment gros, et là, la taille, on discutera un petit peu après, ce qui fait que des objets qui sont, on va dire, au-dessus d'une taille moléculaire ne vont pas pouvoir diffuser facilement, et on l'avait discuté précédemment, cette diffusion elle peut être passive, par la loi de Fick, qui est la loi de diffusion classique, on va dire, mais qui est très peu efficace, alors que si on a ici, au niveau d'un environnement tumoral, on a une hypervascularisation qui est liée au fait que la tumeur veut se développer très rapidement. Ces vaisseaux se développent rapidement et avec des défauts. Et ces défauts, on peut les voir effectivement comme des trous que l'on a entre ce tapis de cellules qui vont laisser passer des objets qui ont des dimensions qui peuvent être... Alors les dimensions sont très mal définies dans la littérature. On trouve des tailles critiques qui sont entre quelques dizaines, quelques centaines de nanomètres. Certains travaux montrent qu'on peut même aller jusqu'à 800 nanomètres, ce qui me paraît assez gros. Mais en gros, c'est une fenêtre de dimension qui est à nouveau la fenêtre de dimension qu'on a évoquée précédemment, pour bien circuler, pas être éliminé trop rapidement, et pouvoir rentrer dans cette fenestration spécifique que l'on a, qui décrit cet effet EPR. Alors ça rentre effectivement dans l'environnement tumoral, ce qui est très bien, mais derrière, il ne faut pas que ça sorte, et le fait que ça ne sorte pas, c'est cet effet de drainage lymphatique en fait, qui est limité dans un environnement tumoral et qui limite cette élimination. Donc on a ce double effet en fait, d'accumulation favorisée et d'élimination qui est défavorisée, qui conduit effectivement à une accumulation dans cet environnement tumoral qui va être assez spécifique, même si c'est non spécifique, parce qu'on ne cible rien de très spécifique. Vous verrez qu'on peut augmenter la spécificité un petit peu plus tard. Donc cet effet-là, étant dit, c'est très bien, mais il y a un prérequis. Pour que cet effet puisse avoir lieu, il faut que ce qu'on va injecter circule suffisamment longtemps. Parce que si ça ne circule pas suffisamment longtemps, ça ne va pas pouvoir s'accumuler dans cette petite porosité que l'on a au niveau de l'environnement tumoral. Donc circuler longtemps, pour définir, on va dire, comment designer notre nanoparticule pour qu'elle circule longtemps, il faut comprendre comment elle est éliminée.
Et donc, quand on va injecter une nanoparticule par voie intraveineuse, il va se passer un certain nombre d'événements. Pourquoi? Parce qu'on va injecter quelque chose qui n'a rien à faire là, d'accord? Donc qui n'est pas du tout endogène, et donc notre système immunitaire va chercher à l'éliminer. Donc le premier effet qui va se produire, c'est d'abord un phénomène de reconnaissance. Ce phénomène de reconnaissance est lié à la présence de protéines qu'on appelle les opsonines, et un phénomène qu'on appelle par conséquent l'opsonisation. Donc c'est un phénomène de marquage et quelque part d'activation du processus de phagocytose, qui va être le processus d'élimination qu'on va retrouver par la suite. Et donc on va avoir des anticorps, éventuellement des molécules du complément, qui vont venir se coller à la surface de la nanoparticule. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel système exogène que l'on va injecter et qui va être reconnu par le système immunitaire. Après ce phénomène de reconnaissance, eh bien, on va avoir un phénomène de reconnaissance par les cellules d'élimination, que sont les macrophages. Donc ils vont venir capturer ces nanoparticules, si on parle de nanoparticules. Et puis ensuite un phénomène de phagocytose, c'est-à-dire que les cellules vont venir englober et internaliser en fait les nanoparticules par les macrophages étant principalement présents dans les tissus et les organes d'élimination, tels que le foie par exemple, où il y a une forte concentration en macrophages. Et puis derrière, il y a un phénomène de digestion et d'élimination. Donc les macrophages sont là pour ça, en fait, pour ingérer, métaboliser, éliminer et venir dégrader. Ça, c'est un processus qui est utilisé de façon classique pour, par exemple, éliminer des déchets protéiques que l'on va retrouver dans un flux circulant. Donc maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Parce que si ce phénomène se produit, ce qu'on va injecter va être tout de suite éliminé. Et pour éviter cela, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous? Quelle étape il faut éliminer? Ce qu'il faut éliminer, c'est le premier événement. D'accord? Ce qu'on appelle un phénomène en cascade en biologie. Donc si ça se produit, tout le reste se produit en cascade de façon concomitante. Donc en fait, si on veut effectivement éviter l'élimination, il faut éviter l'opsonisation. Et l'opsonisation, c'est un phénomène de reconnaissance où des protéines vont venir se coller sur une surface, qui est la surface de nos nanoparticules. D'accord? Et pour éviter l'interaction de ces protéines sur une surface, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a une façon de le faire. Et ça, c'est des choses qu'on a discutées aussi précédemment, que je vous remets là de façon très, très brève. C'est un principe qu'on utilise des polymères hydrophiles tels que le PEG, donc le polyoxyéthylène, et bien ce qu'on appelle la pégylation. Donc on va venir modifier la surface de nos nanoparticules avec, on peut voir ici la loi physique, on va dire générale, qui décrit ce phénomène-là, développée par Pierre-Gilles Degène dans les années 80. Et on a des chaînes polymères ici qui vont être greffées à la surface d'une nanoparticule, adopter une certaine conformation, et pour éviter que des protéines viennent se coller à la surface ici, il faut qu'il y ait une densité de greffage qui soit suffisante. Elle est insuffisante dans ce cas-là. Ici, elle va être suffisante. Et il faut créer ce qu'on appelle des effets de volume exclu, parce qu'une chaîne polymère veut créer du désordre, ce qu'on appelle de l'entropie, cette chaîne polymère étant très, très hydratée. Et donc, il faut avoir la bonne concentration de polymère à la surface pour se retrouver dans des conditions où les chaînes sont de ce type-là. Et là, on va pouvoir éviter l'interaction avec ces protéines particulières qui se collent à la surface. Donc, on va éviter ou limiter en fait, ce phénomène ici d'opsonisation. Donc ça, c'est très bien décrit en fait, dans cet article, avec différents modèles, où on doit se retrouver dans une conformation de chaînes polymères de type brosse pour avoir ces effets-là. D'accord? Donc dans le design des nanoparticules, effectivement, il va falloir intégrer ces notions-là de façon à pouvoir circuler suffisamment longtemps pour atteindre la cible biologique que l'on va vouloir atteindre. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont très bien comprises et qu'on sait parfaitement définir d'un point de vue chimique et physico-chimique. Donc sur cette base-là, sur ce principe-là, donc on a un certain nombre de nanoparticules qui ont été développées et qui, quelque part, miment un peu ce virus-là et cette dimension particulière pour pouvoir circuler longtemps et atteindre l'organe que l'on veut cibler, et en particulier une cellule tumorale si on parle de traitement du cancer. Et parmi cette zoologie de nanoparticules, on va retrouver beaucoup d'éléments, des éléments lipidiques, à travers les liposomes qu'on a déjà vus, des éléments biologiques ici qu'on appelle les exosomes. On va retrouver des différents systèmes polymères, donc où il y a beaucoup de polymères en fait, dans ces développements-là, des particules inorganiques aussi, qui ont des effets physiques intéressants, et puis des conjugués, donc on a déjà abordé avec des conjugués polymères-drogues, ou des conjugués protéines-polymères ou protéines-drogues, avec les anticorps conjugués
avec les drugs qu'on a discuté aussi dans les cours précédents. Moi, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu plus des polymersomes, qui sont une technologie plus émergente, et vous montrer ce que l'on peut faire effectivement avec ces systèmes-là. Alors, si on regarde d'un peu plus près, hein, le design, entre guillemets, avancé ou idéal de nanomédecine va devoir tenir compte effectivement de ces effets, où on veut effectivement bénéficier de cet effet EPR. Donc cet effet EPR, c'est aller au bon endroit en utilisant cette physiologie particulière qu'on a au niveau de l'environnement tumoral. Mais ce n'est pas suffisant. Si on veut avoir bien plus de précision, il y a deux façons en fait d'avoir plus de précision. On peut avoir une précision en venant cibler certains types cellulaires, et ça, c'est en rajoutant en fait à la surface de nos nanoparticules des systèmes de ciblage. Donc on peut avoir des polymères tels que l'acide hyaluronique ici qui ciblent certains récepteurs biologiques. Je vous donnerai une brève illustration dans les transparents qui suivent. On peut avoir des anticorps qui vont reconnaître des surfaces de cellules avec des antigènes et une interaction comme ça spécifique, une chimie particulière ou une biochimie particulière avec une reconnaissance d'un récepteur de surface qui va être surexprimé sur certains types cellulaires par rapport à d'autres. Donc en gros, une cellule tumorale par rapport à une cellule saine. Donc ça, c'est une façon de le faire. Il y a une autre façon de faire, pour être plus précis, c'est d'activer la libération de ce qu'on aura encapsulé dans les conditions physiologiques précises lorsque l'on va être dans la tumeur ou dans l'environnement tumoral. Et ça, il y a deux façons de le faire. Il y a une façon de le faire avec ce qu'on appelle une activation ou un stimulus qui va être exogène. Donc ça, c'est une activation qu'on va pouvoir faire de l'extérieur, en gros, en induisant la présence d'ultrasons, de champs magnétiques ou de rayonnement ionisant, ou bien la température ou changement ou une activation par la lumière, pardon. Donc ça, c'est tout ce qui va être fait de l'extérieur, c'est-à-dire par quelqu'un d'autre. Et puis, il y a tous les mécanismes d'activation endogène en utilisant des variations de propriétés physiologiques que l'on va avoir aux abords d'un site pathologique. Et ça va être par exemple utiliser un potentiel redox spécifique, une variation de pH que l'on va pouvoir trouver, ou bien la présence d'enzymes qui vont être à nouveau présentes dans un environnement et qu'on ne va pas retrouver présents dans un autre environnement. Donc tout ça, c'est des éléments ou ce qu'on appelle des triggers, hein, des déclencheurs, qui vont nous permettre d'avoir une plus grande précision sur le moment et l'endroit où on va pouvoir libérer ce qu'on a encapsulé dans ces nanoparticules. D'accord ? On peut faire les deux, éventuellement. On peut activer avec ces deux phénomènes-là. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important de rappeler, et que j'aime beaucoup dans cet article, qui est décrit dans cet article de Jean-Christophe Leroux, qui est un collègue et ami de l'ETH à Zurich, qui a écrit cet article, je crois que c'était en 2017, hein, c'est qu'on veut faire des choses complexes, très précises, mais par contre, on veut toujours garder une simplicité, une très grande simplicité. Et quelque part, ce que décrit cet article, et finalement c'est aussi une approche un peu conceptuelle, intellectuelle, intéressante, importante, c'est que faire des choses complexes, on sait le faire, mais par contre, si on pense à un transfert clinique, il faut être répétable, et il faut être le plus simple possible. Donc il faut faire des choses complexes, mais avec une approche simple, et la plus simple possible. Donc c'est une contradiction, hein, puisqu'on veut être précis, on veut être complexe, mais en étant simple, mais quelque part, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer complètement dans notre approche pour développer des nanoparticules qui pourront être transférées en clinique. D'accord ? Alors si on regarde effectivement ce qui a été développé en clinique, et le type de nanoparticules ou les nanomédecines qui sont en clinique aujourd'hui, on va retrouver un certain nombre d'étapes ou de dates clés. Hein. Les premiers systèmes sont les liposomes, qu'on a déjà un petit peu discuté, développés dans les années 60, qui ont donné lieu à la nanomédecine à base de liposomes approuvée par la FDA donc en 1995, donc une trentaine d'années plus tard. On va retrouver un certain nombre d'autres nanotechnologies à base de polymères, à base de dendrimères, certains étant rentrés en essai clinique ou ayant donné lieu à des médicaments et des nanomédicaments qui sont approuvés. Et puis, on a les systèmes, on va dire, développés en clinique les plus récents. On va trouver des nanoparticules ciblantes qui ont été développées et pas encore mises sur le marché, mais développées en clinique sur des phases avancées, où on va avoir un ciblage spécifique pour cibler certains types cellulaires, ici dans le cas de cancer métastatique de la prostate.
Donc on retrouve, si on regarde ce tableau, alors ce tableau est très chargé, et je ne vais pas vous le décrire de façon très précise, mais on va retrouver différents types de nanoparticules. Les liposomes, qui aujourd'hui représentent, c'est en cancérologie ici, vous avez une dizaine de produits commerciaux ou en phase de devenir commercial qui sont déjà utilisés et développés. Des nanotechnologies à base de polymères, dont certaines qui sont ici, que je vous discuterai un petit peu plus tard. Des systèmes à base de protéines, qu'on a déjà évoqués, des protéines pégylées par exemple, qui ont été les premières, et puis des nanomédecines à base de nanoparticules inorganiques qui vont à nouveau être utilisées, alors, du diagnostic jusqu'aux aspects thérapeutiques. Donc on a effectivement des nanomédecines sur le marché aujourd'hui, et vous voyez que ces nanomédecines qui sont sur le marché aujourd'hui sont basées sur, quelque part, des connaissances qui datent de plusieurs décennies. Les découvertes datent d'il y a très longtemps, en fait. Ce ne sont pas des technologies qui ont été découvertes il y a quelques années seulement. Alors, ce que je voudrais discuter maintenant avec vous, c'est ces nanotechnologies et dans un domaine qu'on appelle la vectorisation de médicaments, donc en anglais Drug Delivery System. Et je vais vous retracer brièvement un petit historique, en fait, et aller jusqu'aux promesses en fait, les plus récentes dans ce domaine-là. Il est toujours important de savoir en fait, d'où on part et quand est-ce que conceptuellement ont été développées ces différentes idées et ces différents systèmes que l'on trouve sur le marché aujourd'hui. Alors, si vous faites une recherche bibliographique, ou une recherche par brevet, ou une recherche dans Google, peu importe, en tapant le mot nanomédecine, en fait, vous ne verrez que des travaux qui datent typiquement d'après les années 2000. Tout simplement parce que le mot nanomédecine n'était pas connu avant. D'accord ? Ça ne veut pas dire que l'esprit et que, quelque part, l'idée de développer des médicaments à échelle nano n'existait pas avant. D'accord ? Donc, c'est parfois, on se trompe en faisant une recherche avec des mots en fait, qui sont des mots qui ont été inventés et qui ont été inventés un peu sur les tard. Cette idée, elle est très vieille. Elle est très ancienne et elle date au moins de cette époque de Paul Ehrlich, qui lui, en fait, a développé, donc il y a eu le prix Nobel de médecine en 1908, et qui a développé dans cette idée un médicament spécifique à cette époque pour le traitement de la syphilis. Donc on ne mourrait pas du cancer à cette époque, on mourrait d'autres pathologies avant d'avoir le cancer, parce qu'on n'était pas assez vieux en fait, pour avoir le cancer. Ou en tout cas, on ne savait pas l'identifier. Et ce ciblage spécifique et cette spécificité en fait, dans le développement de médicaments a donné lieu à un certain nombre de fantasmes aussi. Il y a même un film en fait, qui a été dédié à ce concept de magic bullet. Et en fait, cette magic bullet, c'est un petit peu cette arme magique, la boulette en anglais, c'est la balle. Donc la balle qui va être magique parce qu'elle va être spécifique, c'est un petit peu cet ancêtre de la nanoparticule qu'on cherche à développer aujourd'hui. Donc conceptuellement, l'idée, elle est très ancienne. C'est la réalisation technologique, effectivement, qui prend du temps et qui est parfois plus complexe. Dans le domaine des polymères, et on va se focaliser de plus en plus en fait, sur le domaine qui nous intéresse, que sont les polymères, j'en avais déjà parlé, il y a les travaux pionniers en fait, d'un chercheur allemand qui s'appelle Helmut Ringsdorf, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, qui a à nouveau émis cette idée conceptuelle de les drogues ou les actifs thérapeutiques sont généralement hydrophobes, et donc il faut les véhiculer, éventuellement les véhiculer de façon beaucoup plus spécifique avec un système donc, de solubilisation, un système de transport efficace, et puis éventuellement avoir une drogue qui va être conjuguée au polymère de façon à être attachée de façon covalente, et puis on peut la détacher avec ce groupement X ici qui va pouvoir être clivé lorsqu'on va être au bon endroit. Donc cette idée conceptuelle, à nouveau, c'est une idée conceptuelle qui a pris plusieurs années ou dizaines d'années pour être réalisée d'un point de vue technologique, d'accord ? Parce qu'il faut ensuite faire la chimie qui permet d'accéder à ce type de technologie. Et puis on a en France en fait, la chance d'avoir aussi un pionnier dans le domaine de la nanomédecine, qui est Patrick Couvreur, qui a été un des premiers à développer des nanoparticules à base de polymères et à montrer qu'on pouvait utiliser ces nanoparticules comme un vecteur, c'est-à-dire encapsuler dans ces nanoparticules des médicaments qui n'étaient pas capables de franchir les barrières biologiques et donc de rentrer dans les cellules de façon efficace. Et quelque part, les nanoparticules aident cette internalisation cellulaire par leurs propriétés justement spécifiques de venir s'internaliser dans les cellules par des effets qu'on appelle des effets d'endocytose. Donc ça, c'est des choses qu'il a réalisées. Donc les premiers travaux datent de 1977. Les travaux suivants de 1979, en utilisant en fait, des capsules de polymères, donc des nanocapsules avec un polymère particulier qu'on appelle le polyalkylcyanoacrylate.
Et en fait, ce sont ces développements technologiques qui ont donné lieu à la création de l'entreprise Bioalliance Pharma, qui a conduit sur des essais cliniques de phase 2, entre la phase 2 et la phase 3 aujourd'hui, ces développements technologiques à base de ces nanoparticules qui encapsulent un actif anti-cancer. Donc à nouveau, hein, on ne parlait pas de nanomédecine à l'époque, hein, on parlait de micelles, de particules, de nanoparticules ou de nanocapsules, mais pas forcément de nanomédecine, mais ce sont des choses qui existaient déjà. Alors sur les domaines qui nous intéressent encore plus particulièrement, parce que je vous ai parlé beaucoup de nanoparticules et beaucoup de polymères à base de protéines ou de polypeptides, polyaminoacides, pendant mes exposés précédents, il y a à nouveau un pionnier dans ce domaine-là, qui est le professeur Kataoka du Japon, donc à l'université de Tokyo au Japon, qui a été le premier à développer et à utiliser des polymères à base de protéines, donc des polymères de plus en plus biomimétiques, pour venir, alors, dans ce cas-là, un polymère qui est le PBLG, qui est ensuite développé et dérivatisé de façon on va dire, très importante. Et les premiers travaux en fait, sur le traitement du cancer ont été développés ici dans ces travaux de 1987 avec des nanoparticules qui contiennent ou qui sont conjuguées à un actif thérapeutique, qui forment des micelles, des nanoparticules de l'ordre, avec une dimension caractéristique de l'ordre de 100 nanomètres, qui est à nouveau la taille que l'on souhaite avoir, avec un polymère hydrophile ici qui est le PEG en surface, donc qui représente cette chevelure représentée schématiquement ici. Donc ils vont avoir la capacité de bien circuler dans le flux sanguin et de bénéficier de l'effet EPR. Et c'est la compagnie NanoCarrier qui a développé, emmené en clinique et approuvé un certain nombre de nanomédicaments sur cette base de nanotechnologie à base de polypeptides et de polyaminoacides. Donc tous ces travaux, en fait, sont des travaux, vous voyez, qui ont été initiés il y a un certain nombre d'années et qui donnent aujourd'hui lieu à des produits commerciaux ou des produits développés, en développement clinique sur des phases avancées et sur des tests avancés chez l'homme. Alors, je voudrais maintenant faire un focus particulier sur les vésicules. Les vésicules qui sont les premiers systèmes en fait, qui ont été découverts. Et juste pour rappel, c'est des choses qu'on a vues aussi il y a quelques cours, mais pour un bref rappel, ces vésicules ont été d'abord développés à partir de lipides qui ont été extraits en fait, du monde végétal ou du monde animal, qui forment la membrane en fait, des parois cellulaires. Et c'est le professeur Alec Bangham, en Angleterre, qui a été le premier finalement à développer ces modèles robustes de vésicules lipidiques, qu'on appelle aujourd'hui les liposomes, pour comprendre la diffusion ionique à travers une membrane. Depuis ce temps-là et depuis ces découvertes, il y a un certain nombre de nanomédicaments, le premier ici ayant été approuvé par l'Agence du médicament américaine en 1995. Les vésicules à base de polymères ont été découvertes à peu près la même année. 2 articles, en 1995, développés dans les groupes d'Eisenberg au Canada et de Burtmeyer en Hollande. Et quelque part, le nom polymersome est apparu quelques années plus tard, dans les années 99, et ça n'est que dans les années 2000 où finalement ces systèmes-là ont continué à être développés. Les structures sont identiques. C'est une membrane qui sépare un compartiment aqueux interne d'une eau extérieure. Donc on est dans de l'eau, et on a de l'eau à l'intérieur, de l'eau à l'extérieur. Et cette membrane, ce que vous voyez schématiquement ici, c'est qu'elle est plus épaisse dans le cas des polymersomes par rapport au cas des liposomes. Et on l'a déjà évoqué, cette épaisseur membranaire, elle est critique pour maîtriser, contrôler, moduler les propriétés physiques de la membrane. Et une des propriétés que l'on peut facilement comprendre, enfin, en tout cas on peut voir schématiquement ici que cette épaisseur membranaire va augmenter quand on va augmenter la masse molaire du tensioactif qu'on va utiliser. Donc si on a des petites molécules, on a des petites membranes. Si on a des grosses molécules, donc des macromolécules, on va avoir des plus grosses membranes. Et maintenant, si la membrane est plus épaisse, eh bien, la propriété, par exemple, de perméabilité, on va se focaliser là-dessus, eh bien, quand on encapsule quelque chose à l'intérieur qui doit sortir, on a une barrière de diffusion qui est liée à cette épaisseur membranaire, et si cette épaisseur est plus épaisse, eh bien, la barrière de diffusion va être plus grande. Donc, autrement dit, on va avoir plus de mal à faire sortir ce qu'on aura encapsulé. Donc ça, c'est des concepts simples, et tout ça peut se modéliser par des paramètres, ce qu'on appelle des lois d'échelle, où on peut voir que toutes les propriétés physiques ici, y compris les propriétés mécaniques de ces membranes, varient en fonction de l'épaisseur de la membrane, avec une loi d'échelle, avec un exposant particulier. Cet exposant, et ici cet exposant qui permet de contrôler l'épaisseur membranaire, eh bien, c'est une réalité, ce n'est pas juste un modèle physique, hein, c'est des choses sur lesquelles on a contribué dans mon laboratoire à mettre en évidence.
Et ce qu'on peut voir ici sont des différentes vésicules produites à partir d'une même famille de polymères. En augmentant la masse totale en fait, de ce polymère, on voit qu'on forme des vésicules à peu près toutes de la même taille, mais ce que l'on voit, c'est que l'épaisseur membranaire varie en fonction de la masse du polymère. On peut tracer ça en fonction de ce graphe-là et avoir un exposant. Vous voyez qu'on a une variation de l'épaisseur membranaire avec la masse, avec un exposant de 0,56, qui est celui qu'on attend théoriquement. Donc ça, c'est très bien, mais quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt de tout ça, eh c'est qu'on peut utiliser les lois générales ou les lois physiques générales de la physique des polymères, ce qu'on appelle les lois d'échelle, et puis on peut intégrer une spécificité de la chimie pour avoir des propriétés plus spécifiques dans le système. Donc ça veut dire qu'on peut quelque part moduler un peu toutes les propriétés que l'on veut avoir dans notre système à souhait, par des lois physiques générales des polymères, plus la spécificité de la chimie qu'on va mettre dedans. Et quand je dis spécificité de la chimie, ça va être dégradation à un pH donné, ça va être un polymère qui va être sensible à la température, ça va être un polymère qui va pouvoir avoir une spécificité chimique qui va conduire à une stimulation particulière. Alors, une autre caractéristique unique de ces vésicules polymères, c'est, comme on a des épaisseurs de membrane, vous voyez, qui sont plus importantes, donc cette épaisseur-là qu'on voit en vert, parce qu'on a finalement une membrane qui est plus importante, on va pouvoir encapsuler dans ces objets des actifs à la fois hydrophiles et hydrophobes, et donc une grande diversité d'actifs thérapeutiques. Et ça, c'est à nouveau unique, parce que si on prend effectivement un système de type micelle, on a une partie hydrophobe stabilisée par une couronne hydrophile, mais on ne peut encapsuler que des choses hydrophobes. D'accord ? Donc là, on a une plus grande diversité, et ça a été montré par des travaux précurseurs de Dennis Disher aux États-Unis en 2006, qui a montré donc, sur une famille de vésicules polymères ici qui va être dégradable par action hydrolytique. On peut directement regarder cette courbe-là. On va avoir un volume de tumeur qui va croître si on ne fait pas de traitement ici sur une tumeur implantée à une souris. Si on injecte les drogues libres, donc c'est un cocktail de drogues avec deux drogues qui ont des affinités physico-chimiques différentes, on va avoir ce qu'on appelle une inhibition de régression tumorale, mais la tumeur continue à croître. Et lorsqu'on va encapsuler ces drogues dans une même nanoparticule, donc un polymersome, ce que l'on voit, c'est qu'on a une diminution de la taille de la tumeur qui est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est à même dose. Donc on voit qu'à même dose, on est plus efficace. D'accord ? Et c'est évidemment ce qu'on va chercher à obtenir quand on va utiliser des actifs thérapeutiques qui vont être encapsulés, puisqu'on veut augmenter l'efficacité, bien sûr. C'est l'objectif qui est voulu. Donc on peut avoir des approches de cocktails thérapeutiques qui sont à nouveau une propriété assez unique de ces systèmes de vésicules polymères. Alors, les polymersomes, c'est toutefois une nanotechnologie qui est encore émergente. Vous voyez bien, par rapport à toutes ces découvertes, finalement, on les connaît depuis et on les développe depuis finalement assez peu de temps. Une découverte en 1995, mais finalement très très peu de travaux, des travaux assez anecdotiques à l'époque, et on va retracer très rapidement un petit peu cette historique. Donc on connaît les liposomes depuis très longtemps, ça je l'ai déjà évoqué, approuvé en 1995, donc entre 65 et 95, beaucoup de développement. Les polymersomes sont apparus ici en 1995, mais finalement, il ne s'est rien passé entre 1995 et puis 1999, et puis là, entre 1995 et 1999, il y a eu à nouveau quelques travaux qui ont permis d'expliquer les différences et d'expliquer ce qu'on pouvait faire avec ces systèmes, en particulier le développement de ces lois d'échelle, ces prédictions de propriétés physiques que l'on pouvait atteindre. Dans notre équipe, on s'est intéressé dès 2002 en fait, à développer des vésicules à base de polypeptides, donc de polymères, mais en particulier de polypeptides, en développant des systèmes qui sont sensibles au pH. Et puis il y a eu d'autres dates clés, cette date clé que j'ai déjà évoquée en 2006, où on a pu démontrer cette approche de cocktail thérapeutique, qui est à nouveau quelque chose d'assez émergent et original à l'époque. Il y a des travaux importants qui ont développé des vésicules polymères à partir d'une sous-famille, à nouveau à partir de polyaminoacides, mais par des complexes de charge, donc des interactions avec des polycations et des polyanions qui forment une membrane chargée. Et ça ouvre la possibilité de venir encapsuler du matériel biologique chargé, par exemple de l'ADN ou de l'ARN dans ces vésicules. Donc ça, c'est les travaux de Kataoka. Nous, on s'intéressait à développer une famille dès 2005 et puis jusqu'en 2010 au laboratoire où on a intégré en fait, des nanoparticules magnétiques pour induire des actions de libération par des champs magnétiques. On s'est intéressé aussi au développement de polymères à base de protéines et de protéines mimiques, on va dire, de polypeptides et de glycanes
pour intégrer en fait, dans cette structure des éléments de ciblage spécifiques, intégrer dans la structure à nouveau pour éviter des designs trop complexes. Et depuis les années 2000, il y a eu un énorme boom. Il y a beaucoup de gens en fait, qui s'intéressent au développement de ces vésicules polymères à travers le monde. Il y a énormément de travaux. Et à ma connaissance, il y a 2 entreprises qui s'intéressent au développement et au transfert clinique de ces technologies à base de polymérsomes. Il y en a une en Angleterre qui s'appelle Vianotis. Et puis il y en a une en France qui s'appelle Doxa Nano et qui vous sera présentée un petit peu plus tard sur ces différents développements. Donc pour revenir un petit peu sur ce dont on a contribué à l'échelle du laboratoire, eh bien on s'est intéressé, je vous l'ai évoqué, dès les années 2002, à développer des polymérsomes à base de polypeptides et avec des polypeptides chargés, à base de polyacide glutamique. Et si on prend un polymère qui est chargé, eh bien on peut venir protoner ou déprotoner en fait, ce polyacide. Et quand on vient déprotoner en fait, une chaîne polymère, eh bien, on vient introduire une charge, et c'est ce qui va faire qu'on va avoir un gonflement en fait, de la chaîne polymère. Et si on vient reprotoner en fait, ce polymère, eh bien, on va quelque part hydrophobiser le polymère et on va venir collapser cette chaîne. Et ça nous permet de développer des systèmes qui vont être pH répondants, donc ils vont être capables de gonfler ou de dégonfler et de moduler leurs propriétés membranaires et donc leur porosité en fonction du pH. Alors là, les gammes de pH sont un peu extrêmes. Si on réfléchit au niveau physiologique, puisqu'on est entre 3 et 11, ça peut être éventuellement intéressant entre l'estomac et l'intestin, mais c'est des pH assez extrêmes tout de même, et c'était un premier concept. On s'est intéressé à développer des systèmes où on peut même avoir une réversibilité, donc une sorte de vésicule qu'on retourne, comme une chaussette qu'on va retourner, à nouveau avec des approches méthodologiques, mais pas forcément applicables d'un point de vue biologique ou biomédical. On a développé des systèmes plus précis et de plus en plus précis, où on a intégré maintenant des paramètres de stimulation endogènes ou exogènes, avec par exemple ici un groupement, donc entre le groupement hydrophile et le groupement hydrophobe de notre polymère, on peut introduire une séquence qui va être clivable en présence d'enzymes. Ici, ce sont des enzymes qui peuvent être clivées une séquence peptidique qui va être clivée spécifiquement par des enzymes qu'on appelle les métalloprotéases, qui sont surexprimées dans un environnement inflammatoire et tumoral. Et donc on va avoir comme ça une accélération de la libération lorsqu'on va se retrouver dans cet environnement. Donc déjà, on est plus précis. Ou bien on peut activer par champ magnétique. Donc ça, c'est par des paramètres exogènes, donc extérieurs, où on a démontré qu'on pouvait effectivement induire une libération avec un effet on-off, libération de la drogue sous un effet d'hyperthermie magnétique, donc c'est échauffement par un champ magnétique, donc de façon indirecte. Et puis on a pu aussi démontrer qu'on pouvait développer un système polymère où, au lieu de prendre un polymère hydrophile à la surface qui va juste, entre guillemets, éviter l'interaction avec les opsonines, on peut aussi prendre un polymère qui va avoir ces mêmes effets tout en ayant des propriétés de reconnaissance et de ciblage. Et c'est ce qu'on appelle des polymérsomes auto-ciblants, entre guillemets. Et je vais vous montrer un petit peu plus ce qu'on a fait sur ces systèmes-là. Donc sur ces systèmes-là, on a utilisé des copolymères à bloc dont la surface ici est recouverte d'acide hyaluronique. Et je l'évoquais rapidement tout à l'heure, l'acide hyaluronique, qui est un polymère très hydrophile, très hydratant, qu'on retrouve dans beaucoup d'applications, y compris cosmétiques, c'est un polymère qui a aussi, des propriétés spécifiques de reconnaissance de récepteurs qui, eux, ne sont pas spécifiques, mais sont surexprimés à la surface de cellules tumorales, en particulier dans le cas de certains types de cancer du sein ou cancer du poumon, qu'on appelle les CD44. Donc, ce sont des glycoprotéines qui vont être surexprimées à la surface de ces cellules. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on pouvait encapsuler dans ces vésicules des actifs hydrophiles hydrophobes, donc docetaxel très hydrophobe, doxorubicine, lui, plus hydrophile. Donc on peut faire les deux et aller vers des approches cocktail. On peut, quelque part, en encapsulant ici avec la doxorubicine, ce qu'on a montré, c'est qu'à nouveau, on pouvait avoir des effets d'amélioration des traitements, avec ici un modèle, donc c'est un modèle de régression tumorale sur un cancer du sein, implanté sur une souris. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le contrôle, donc si on ne fait rien, la tumeur grossit. Si on traite avec la doxorubicine libre, on a une diminution de la taille de la tumeur, et lorsque la doxorubicine est encapsulée, on a une diminution qui est beaucoup plus importante. Et ce qu'on voit sur les courbes de survie ici, c'est que tous les animaux sont vivants, dans ce cas-là, à l'échelle de l'expérimentation, alors que sur la courbe rouge, on a un effet, on perd des animaux, c'est-à-dire qu'on est toxique. Donc on est efficace, mais toxique, en fait. Donc on est effectivement beaucoup plus intéressant ici. C'est une technologie qu'on a brevetée il y a une dizaine d'années à la compagnie Docia.
Et ce qu'on a pu démontrer aussi plus tard avec des collaborateurs à Grenoble, de l'Institut de l'IAB, c'est qu'on pouvait avoir des approches de cocktail thérapeutique, à nouveau, comme ça a été démontré dès les années 2006, ici sur le cancer du poumon, avec à nouveau une reconnaissance spécifique de ces nanoparticules avec ces récepteurs de surface au niveau des cancers du poumon, dans ce cas-ci, avec un cocktail avec deux drogues, ici, qui sont des drogues particulières. Donc on voit sur cette courbe noire qu'on est plus efficace à nouveau que la courbe grise que vous avez ici. Donc ceci est très bien, mais on a cherché à être à nouveau avec cet esprit d'être plus précis et plus simple. Et innover plus simplement, c'est vraiment un leitmotiv important. Et donc on peut ici développer différentes approches. On va pouvoir avoir des actions exogènes. Donc c'est intervenir par l'extérieur. Et on peut le faire par la lumière. Donc ça, c'est des choses qu'on a développées avec des groupements qu'on peut venir cliver, couper par la lumière. Et on peut voir comme ça, eh bien, on vient déstabiliser la nanoparticule et libérer par une action lumineuse. On a développé des actions alors, un petit peu plus subtiles, et je vais vous en parler un petit peu après. Ouais, par la lumière, on peut venir exploser en fait, ces vésicules sous action lumineuse. Donc là, c'est à nouveau un effet qui est très, très particulier. Et puis, on a développé plus récemment des systèmes qui vont être clivables par les rayons X. Et là, on est de plus en plus vers un contrôle qu'on appelle un contrôle spatio-temporel. On va contrôler ce que l'on fait avec un contrôle dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on vient activer quand on veut et à l'endroit où on veut notre système de nanoparticules. Et ça, c'est ce qu'on a développé le plus récemment, qui est maintenant sous licence par la société Doxa-Nano et qui vous sera présenté par Isabelle Marais-Saint-Père dans quelques instants. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de cette technologie. Pour terminer, cette technologie qui est vraiment, à nouveau, qui est assez universelle et qui finalement est assez simple d'un point de vue conceptuel et qui est basée sur ce principe de variation de pression osmotique qu'on a discuté lors du cours précédent. Et je vous ai montré comment on pouvait mimer finalement ce que les cellules sont capables de faire pour répondre à une variation de pression osmotique. Donc, si on a une pression osmotique, en gros, on est hypertonique, on vient déshydrater la cellule, et la cellule est capable de produire des protéines qui s'insèrent à la membrane et qui relaxent cette pression. Donc ça, je vous ai montré qu'on pouvait contrôler une réaction chimique, une réaction biochimique, enzymatique en particulier, en réponse à cette variation de pression osmotique. Maintenant, d'un point de vue plus général, si on regarde, et dans un système plus simple, si on regarde ce qui se passe effectivement lorsqu'on vient augmenter la pression osmotique à l'intérieur d'une vésicule, donc séparée de l'extérieur par une membrane, eh bien, comme on augmente cette pression osmotique, augmentée par le nombre d'espèces qu'on va avoir à l'intérieur, on va avoir un équilibre des potentiels qui va être créé par la diffusion de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. Donc l'eau rentre pour équilibrer ce qu'on appelle les potentiels chimiques. Donc ça, c'est un processus spontané. Et si la vésicule laisse passer l'eau, on va avoir un gonflement. Donc la vésicule gonfle. D'accord ? Si maintenant la vésicule ou la membrane ne laisse pas diffuser l'eau, ou en tout cas laisse diffuser l'eau beaucoup moins facilement, cette augmentation de pression osmotique va se traduire par une variation de pression forte à l'intérieur de la membrane qui va induire une pression mécanique sur la membrane qui peut éventuellement conduire à sa rupture. Donc ça, un phénomène d'explosion. Et si on regarde, et ça c'est connu en fait, pour des vésicules lipidiques, c'est connu depuis très longtemps, et si on regarde une composition de lipides classique avec ces lipides qu'on retrouve de façon assez commune, on a une perméabilité à l'eau qui est de l'ordre de 30 micromètres par seconde. Et si on prend maintenant une membrane de polymère qui est 10 fois moins perméable, on peut s'attendre à avoir ces effets-là. Alors maintenant, il y a de la lumière qui est ici. La lumière, elle est là tout simplement parce que d'un point de vue physico-chimique ou pratique, eh bien, on va pouvoir induire une variation de pression osmotique par induction lumineuse et on va pouvoir suivre ce qui se passe au microscope. Et c'est comme ça qu'on a pu suivre ces expériences. Donc maintenant, la clé, c'est d'introduire dans ces vésicules, ce que vous avez ici, des molécules sensibles à la lumière et qui vont être capables de se cliver. Donc cette molécule-là, donc un dérivé de la coumarine, eh bien, si je l'active à une longueur d'onde spécifique de 405 nanomètres, elle se coupe en 3 molécules. Celle-ci, activée à 488, va se couper en 5 morceaux, et celle-ci aussi en 5 morceaux lorsqu'on va l'activer à 633 nanomètres. Et maintenant, ce que vous allez voir, c'est que si on active la lumière sur ces différents types de vésicules, eh bien, vous allez voir qu'après quelques millisecondes, secondes, vous voyez ces vésicules qui explosent. Donc c'est un burst. Donc c'est un effet qui est finalement assez rapide et qui est très efficace. Là, c'est une vésicule volontairement arrêtée au moment de l'explosion. Et vous voyez la membrane qui se réenroule sur elle-même. Et vous voyez effectivement que c'est un phénomène d'expulsion, vraiment d'explosion qui se produit. Alors, on peut vraiment s'amuser avec ça. Et en tout cas, nous, à l'échelle du labo, on s'amuse.
on s'amuse beaucoup. Et on peut s'amuser même à venir adresser individuellement ces vésicules dans un volume donné. Donc ça, c'est vraiment un contrôle temporel, un contrôle en longueur d'onde, puisque si on irradie ces vésicules-là, dans le bleu, il ne se passe rien. Et si on irradie celle-ci, ces autres longueurs d'onde, il ne se passe rien. Et puis on peut même activer uniquement ces zones ici. Et ça, vous voyez que si on active la lumière maintenant, donc sur ces zones uniquement, on va venir exploser que ces vésicules-là. Et vous voyez que celle-ci, du coup, elle a un peu bougé, on l'irradie un peu à moitié et finit par exploser aussi. Mais on peut vraiment avoir un contrôle qui est dans le temps, en longueur d'onde et dans l'espace. Donc de façon très spécifique et très inédite. Alors maintenant, bien sûr, ce contrôle spatio-temporel, on essaie de l'élargir au maximum. Et ça, c'est des choses qu'on développe avec des collègues photochimistes, en particulier mon collègue Nathan McLenagan à Bordeaux, pour essayer d'avoir une gamme de longueurs d'onde, une gamme de molécules activables à différentes longueurs d'onde, et en particulier à des hautes longueurs d'onde qui vont être beaucoup plus pénétrantes dans les tissus biologiques, qui sont les plus pertinentes. Et ça, c'est des choses que l'on continue à développer avec ma collègue Clémentine Boche-Bouju, et en particulier dans le cadre de la thèse de Camille Ruffier, qui développe ces nanotechnologies et qui les utilise dans le cerveau. Et on a pu montrer ici qu'on pouvait injecter ces vésicules dans le cerveau de souris, les maintenir actives, ce qui est important, donc elles ne sont pas déstabilisées parce qu'elles sont suffisamment robustes, et on peut venir les activer sans induire de toxicité majeure. C'est ce qu'on est en train d'étudier, ce que vous présentera Clémentine dans quelques instants à nouveau. Donc ça ouvre effectivement de nouvelles opportunités dans un domaine qu'on appelle l'optoneurotechnologie ou les optoneurotechnologies. On vient vraiment développer des technologies dans le cerveau activables par la lumière, et ça ouvre effectivement un champ des possibles qui est assez infini. Et finalement, je finirai par ici, on s'intéresse de plus en plus au développement de ces vésicules dans les neurosciences. Il y a une autre approche qui nous intéresse et qu'on développe en fait avec l'équipe de Benjamin Deshaies à l'Institut des neurosciences à Bordeaux, dans le développement de traitements de maladies de Parkinson. Et donc ces maladies en fait, neurodégénératives sont liées à une perte d'activité des lysosomes. Et ces lysosomes sont des compartiments intracellulaires que l'on va retrouver ici, dans certains neurones, les neurones dopaminergiques en particulier, où on va avoir une augmentation du pH dans ces lysosomes qui vont conduire à un dysfonctionnement particulier. Donc si on est en gros à des pH qui restent relativement acides, on a un environnement qui est actif, et puis si le pH remonte aux alentours de 6, eh bien on a un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement est lié à un phénomène d'autophagie en fait, qui est altéré et qui conduit à la dénaturation de certains types de protéines qui vont s'agréger, et ces protéines étant ces alpha-synucléines que l'on retrouve ici, qui conduisent à ces phénomènes de dégénération. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont de plus en plus compris dans la maladie de Parkinson. Et donc la solution qu'on a envisagée, c'est à nouveau une solution où on va utiliser des vésicules polymères avec un polymère spécifique, enfin d'une famille de polymères particulières ici, qui sont des polymères qui vont être capables de se dégrader, et en se dégradant, qui vont produire des espèces acides, l'acide lactique en particulier, ou l'acide coglycolique. Et en même temps, dans ce polymère, on peut encapsuler le trehalose, qui va avoir un effet pharmacologique, qui va éviter ce phénomène d'agrégation au niveau de ces protéines particulières. Et on peut introduire à nouveau de la fluorescence si on veut visualiser ce qui se passe. Donc on peut développer et designer à souhait ce type de vésicule. Et ce qu'on est en train de démontrer, donc c'est d'une part qu'on peut les faire de façon très contrôlée, et ce qu'on est en train de mettre en évidence, c'est qu'on peut retrouver, alors vous voyez assez mal ici, mais on peut retrouver sur des cultures cellulaires ici, donc in vitro, ces nanoparticules qui rentrent dans les cellules et qu'on retrouve colocalisées dans les lysosomes, dans les endroits où on veut justement réactiver ce phénomène physiologique, et donc réacidifier ces lysosomes, donc, qui sont marqués en vert et nanoparticules en rouge, donc on voit du jaune. Alors, on ne voit pas très bien ici, mais on voit du jaune à quelques endroits, ce qui montre qu'on est au bon endroit. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que, eh bien, en fonction de la concentration de ces nanoparticules, on peut réacidifier, donc ça c'est le pH avec deux familles de nanoparticules. En fonction de la concentration, on réacidifie l'environnement cellulaire, et la conséquence, c'est qu'on peut le voir avec un marqueur de restauration de l'autophagie, eh bien on voit qu'on peut réactiver ce phénomène d'autophagie par ces effets particuliers. Et donc là, ce qu'on est en train d'explorer, c'est maintenant l'utilisation in vivo, à nouveau, de ces nanoparticules particulières, que sont ces polymersomes, ces vésicules polymères. Et on est en train d'étudier leur devenir au niveau intracrânien, leur innocuité,
et bien sûr leur activité à travers différentes voies d'internalisation, soit directement injection intracrânienne, mais aussi avec des voies d'injection de type intranasal ou rétro-orbital pour pouvoir atteindre le cerveau de façon moins invasive et de façon plus efficace. Et là, vous voyez, par exemple, ces nanoparticules qui ont été marquées en rouge, qui sont capables de venir diffuser dans toute la périphérie du cerveau, et à nouveau sans induire de toxicité, en tout cas tel qu'on a pu le voir jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu en fait, actuel, hein, c'est d'aller plus loin sur cette exploration in vivo. Donc je voulais terminer ici mon exposé et vous donner à nouveau un certain nombre de conclusions hein, et de messages un petit peu à rapporter. Parmi ces messages importants, eh bien, alors ça arrive dans le désordre. J'ai essayé de vous montrer en tout cas que les nanotechnologies eh bien, ont encore un bel avenir, même si ce sont des choses dont on parle depuis très longtemps. Le chemin est encore très long hein, et il y a encore beaucoup d'espoir et beaucoup de choses à développer parce que tout simplement, eh bien, il y a un progrès en chimie, en physique et en technologie ces dernières décennies qui a été assez remarquable dans ce domaine-là. Et donc, on maîtrise de mieux en mieux ce que l'on fait. Et en même temps, il y a une meilleure compréhension du vivant. Quelque part, on peut aussi mieux développer les systèmes et avoir un alignement, on va dire, technologique, physiologique, qui est de plus en plus précis et de plus en plus pointu. On va vers de plus en plus de précision, je l'évoquais. La précision, elle peut être à la fois chimique et biologique ou biochimique, mais aussi elle peut être par une activation physique ou physico-chimique. Donc on peut être précis par une activation externe, et à nouveau avec tous les développements technologiques récents. On est de plus en plus personnalisé, donc on peut cibler de façon plus précise, mais c'est aussi très important d'être général et d'avoir des approches qui peuvent être génériques et utilisables dans tous les contextes. Et ça, je pense qu'Isabelle vous en reparlera. Et puis, dans ce contexte-là, les nanotechnologies polymères présentent un certain nombre d'atouts que j'essaie de vous mettre en évidence. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser des lois physiques générales qui sont universelles à tous les polymères. C'est ce qu'on appelle ces lois d'échelle, qui ont été développées initialement par Pierre-Gilles de Gennes, ici, au collège. Et quelque part, on peut adapter ces propriétés et les adapter par la chimie. Et quelque part, ce croisement entre la connaissance de ces lois physiques générales et de la spécificité de la chimie, qui est à nouveau de plus en plus précise, eh bien, nous permet d'envisager effectivement le meilleur pour l'avenir. On peut utiliser beaucoup de prédictions thermodynamiques, et à nouveau avoir vraiment une anticipation sur les propriétés que l'on peut avoir. Et dans ce contexte-là, ce que j'ai fini par vous montrer, c'est que eh bien, ces vésicules polymères, qu'on appelle les polymères zones, par leur grande versatilité, par leur grande adaptabilité, présentent effectivement des propriétés qui sont assez uniques. Et donc moi, je vais arrêter là pour aujourd'hui, et je vais bien maintenant introduire brièvement mes deux collègues qui vont illustrer deux aspects de ces développements technologiques. Tout d'abord, donc Isabelle Marais-Saint-Père, qui est donc la présidente de la société Doxa-Nano, qui développe une technologie à base de vésicules polymères dans des approches de traitement du cancer. Et puis Clémentine Bosch-Bouju, qui est maîtresse de conférence à Bordeaux INP, donc à Bordeaux, et qui travaille dans le laboratoire Nutri-Neuro, donc sur le neurocampus bordelais, qui développe toutes ces approches en neurosciences, dont j'ai commencé à vous parler juste un tout petit peu. Et je voulais juste terminer par vous remercier à nouveau pour votre attention. Et bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous aurez. Merci beaucoup.